biodiversité n'a évidemment pas été fait au hasard. La France et l'Europe face aux bouleversements mondiaux, produire des richesses en France, faire reculer le Rassemblement national et rassembler les Français, tout cela nous amène à défendre une vision républicaine qui nous est commune à la gauche républicaine, une vision républicaine de l'avenir de notre pays en tout domaine. Politique industrielle, énergie, défense des services publics partout en France, mais aussi promotion de la citoyenneté par l'école, la laïcité, le civisme et l'intégration si souvent proclamée dans les discours, mais si peu pensée, ni même agie en matière de politique publique. Dans cette période, également marquée par les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, où la voix de notre pays est si faible, nous devons rappeler combien la France doit garantir son indépendance et sa liberté de parole. Ce matin, ça a été dit, Anne-Cécile Robert disait que l'expression « seule » peut déjà, comme acte politique posé, être un marqueur important pouvant être repris et porté par d'autres dans le monde. Dans ce contexte, la gauche n'apparaît pas comme capable de porter un projet clair, susceptible d'être accepté par une majorité de nos concitoyens. D'abord parce que ces divisions sont profondes, avec comme seule alternative possible une France insoumise qui a fait le choix clair de courir après le vote identitaire et une gauche social-démocrate incapable de refaire coïncider une majorité politique avec la majorité sociologique de ce pays, suivant l'expression utilisée par François Mitterrand en 1981. Ce sera d'ailleurs ma seule référence à François Mitterrand, dont je rappelle quand même que l'atlantisme a si bien été décrit par Didier Montchan. Je vous conseille de relire ce livre, Un atlantisme à la charentaise, certes à la charentaise, mais atlantisme quand même. Je voudrais néanmoins, puisque mon intervention a lieu avant la table ronde « Produire des richesses », insister, comme l'a fait ce matin Vincent, sur l'urgente nécessité de réindustrialiser notre pays. Il faut en faire une priorité nationale. Et quand je dis priorité nationale, c'est que cette réindustrialisation ne peut pas être le fait seulement de ceux qui sont supposés s'en occuper, les industriels, les salariés du secteur ou les autres acteurs économiques. Il faut au contraire en faire en sorte que chacun de nos concitoyens soit conscient que si nous voulons défendre ce qui nous paraît essentiel, le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, la protection sociale, des retraites décentes, nous pourrons le faire non seulement par une politique de justice sociale uniquement, mais aussi et surtout par l'augmentation de notre production, donc d'une industrie devant être aussi la plus décarbonée d'Europe. Nous savons tous que la désindustrialisation de la France est allée de pair avec une précarisation croissante du monde populaire et un déclassement presque achevé des catégories moyennes. Ce grand désordre a fini par générer une recomposition brutale du paysage politique et fait exploser il y a quelques années l'alternance qui prévalait depuis des décennies entre le Parti socialiste et l'UMP. Et évidemment, Emmanuel Macron a su qu'il fallait rompre sur la forme pour s'emparer du pouvoir, mais il n'a fait que poursuivre un mouvement qui n'est pas venu bouleverser les structures profondes qui nous avaient amenés au pire. Le pire, c'est une métropolisation outrancière, un développement d'un étalement urbain dans sa périphérie, où les classes moyennes et ouvrières tentent de se loger, une inflation et une baisse de pouvoir d'achat, une élimination progressive des transports dans les zones rurales et pavillonnaires, la suppression des services publics locaux, la hausse de la délinquance et bien sûr la disparition de la puissance industrielle nationale. Si on ajoute à tout cela une Europe sourde aux cris des peuples et une mondialisation aveugle, on voit alors poindre une France qui sera sans cap, ni boussole, dans un monde profondément bouleversé. Alors, réindustrialiser, c'est une priorité nationale, mais c'est aussi un défi de toute une génération. L'objectif qui est de passer de 10% à 12-13% de la part de l'industrie dans le PIB, c'est-à-dire la création de plus de 60 000 emplois par an, ce qui résoudrait non seulement le déficit de notre balance commerciale, mais également celui du déficit public, voté tel quel chaque année depuis des décennies. Il n'y a qu'à voir comment le débat autour du budget se passe. On revient en réalité sur systématiquement les économies qui devraient être faites, alors qu'on ne pense pas en fait à la production de richesse pour pouvoir redonner des marges de manœuvre à l'État. Alors, évidemment, cela suppose de faire des bons choix, ça ne va pas être facile. Tout à l'heure, j'entendais Mathieu qui parlait de ce qui se passait en Allemagne avec, pour la première fois, donc une baisse dans le PIB de la part de l'industrie. Ça doit évidemment nous interroger sur la façon dont nous, dans l'autre sens, nous devrions au contraire accroître cette part dans le PIB. Donc ça suppose tout un tas d'actions.
mais j'en ai retenu un certain nombre. Tout d'abord, il y a la formation professionnelle, qui dans ce pays n'a jamais été, malgré un certain nombre d'actions qui ont été menées par certains ministres de l'éducation ou sur la formation professionnelle, n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. S'appuyer également aussi sur un tissu industriel qui ne soit pas uniquement celui des gigafactories ou de la Startup Nation. C'est-à-dire arriver peut-être aussi à détecter dans un certain nombre de territoires les industries qui nous restent de façon à aussi à les développer. C'est comme ça qu'on industrialise, pas uniquement en claquant du doigt ou en donnant une subvention dans une relocalisation qui ne pourrait pas se produire d'une manière durable. C'est également revoir le principe du zéro artificialisation nette des sols, qui est une mesure qui, si on comprend l'intérêt qui d'un point de vue environnemental doit être pensé, on doit aussi également se dire de ne pas le faire d'une manière inconsidérée ou en tout cas d'une manière trop dogmatique. Agir donc sur le foncier, la mobilisation de l'épargne bien évidemment, et puis résoudre la difficulté de recrutement, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi c'est mon lot au quotidien au niveau industriel. On parle de réindustrialisation et il se trouve que souvent on a du mal aussi à recruter avec des compétences associées parce que l'industrie, c'est considéré comme étant un secteur qui n'a pas forcément d'avenir. C'est plus germinal, c'est ce que les uns et les autres devraient aussi entendre, et souvent il y a des salaires plus élevés que dans les services et des parcours professionnels qui s'effectuent, on ne reste plus ouvrier 40 ans, il y a des progressions qui peuvent se faire et c'est ça qu'il faut inciter et le démontrer auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Savoir protéger nos industries aussi au niveau européen, mais également les protéger pour corriger la concurrence déloyale sur le plan social existant au sein même de l'Union européenne. On parle souvent des délocalisations à l'extérieur de l'Union européenne, de se protéger. Alors il se trouve que vous avez entendu récemment un certain nombre de mesures qui ont été faites, notamment pour l'automobile, les automobiles chinoises, où on a enfin compris qu'il fallait se protéger un minimum au niveau Union européen. Mais il faut aussi considérer qu'il y a cette différence de coûts salariaux qu'il faudrait évidemment réguler par le haut, mais il faut aussi, avant que ça ne se passe, avoir des mécanismes de compensation chez nous de façon à pouvoir faire en sorte d'être toujours compétitif. Et enfin, une politique énergétique permettant de produire en quantité suffisante l'énergie et à un coût acceptable. J'étais cette semaine avec un dirigeant d'une grande entreprise française qui notamment fait des moteurs d'avion, je ne veux pas la citer, mais vous aurez compris qui elle est, mais elle fait aussi des freins pour les avions. Et la question se pose de construire une 4e usine quelque part dans le monde pour pouvoir arriver à soutenir la progression et le secteur industriel aéronautique qui est en développement. Le coût de l'énergie, évidemment, pour eux est essentiel. Et ils veulent en même temps une énergie décarbonée. En Europe, il y a 2 pays, la Norvège et la France. Nucléaire, hydroélectricité, mais surtout, évidemment, comme ils ont un regard tout à fait mondial, c'est le coût qui est important. Et ce coût-là, énergétique, il est encore beaucoup trop élevé. EDF a négocié avec le gouvernement français un prix à peu près à 70 € le mégawattheure. Ce niveau-là est trop élevé. Alors pourquoi ne pas, sur l'industrie, si on veut véritablement la voir progresser, pourquoi ne pas faire un tarif un peu différencié? Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose que ce qui était fait en Allemagne, mais en tout cas, eux l'ont fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le consommateur lambda en Allemagne payait le prix du mégawatt beaucoup plus cher que l'industrie. Il y avait donc un soutien de l'industrie d'une manière assez forte. Donc il y a des leviers au niveau national qui nous permettraient de réindustrialiser le tout. Comme c'était donc la table ronde, je me suis permis cette focus sur évidemment l'industrie. Je voulais, pour conclure, dire combien il est important de se retrouver ici. La Fédération de la gauche républicaine, certains pourraient dire nous ne sommes pas nombreux, mais regardez un petit peu dans quel état sont les différents partis politiques. Nous devons donc tenir, nous devons continuer en fait à approfondir les logiciels politiques que nous sommes en capacité de pouvoir proposer au pays si nous voulons que la gauche, à un moment donné, revienne au pouvoir. C'est à mon avis l'objectif que nous devons nous fixer. Donc je suis très heureux, en tant que président du MRC,
d'avoir participé avec mes camarades et à l'organisation de ces universités de la gauche républicaine. Je voudrais finir par une citation parce que je me suis acheté tout à l'heure le livre sur Léon Blum. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion pas simplement de le lire, mais d'écouter les podcasts sur France Inter sur l'émission de Léon Blum qui était vraiment remarquable. Il y a une citation de Léon Blum qui m'a marqué et qui, à mon avis, devrait nous convenir. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais, c'est la résolution, nous sommes déterminés, c'est le courage, nous n'en manquons pas, c'est la fidélité, bien évidemment, à nos idées. Donc, camarades, j'espère que vous serez requinqués après ces 2 journées de débat. En tous les cas, merci pour l'organisation encore une fois. Et j'espère que nous attirerons évidemment le plus grand nombre de nos concitoyens autour de nos organisations pour la République et pour la France. Merci. Et donc,